Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Ça pose aucun problème de dire que j'ai du capital et j'aimerais l'investir, j'aimerais le faire fructifier. D'ailleurs, c'est largement encouragé dans l'islam de ne pas thésauriser de l'argent, de ne pas laisser l'argent oisif. Aujourd'hui, j'accueille Anas Patel, cofondateur de 570 Easy, qui est une société de conseil financier. Dans cet épisode, nous allons parler entre autres du malaise que l'on peut avoir autour de l'argent, l'importance de placer l'éthique au cœur de nos choix d'investissement et les solutions d'épargne et d'emprunt qu'il propose avec son équipe en France. Et en islam, il n'y a pas de problème en termes de richesse, en termes d'investissement, en termes de justement de gagner plus ou moins beaucoup d'argent. Le problème, c'est est-ce qu'on le fait de façon licite, avec des supports licites, et au final, pourquoi on le fait? Quelle est la finalité? Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum Anas. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ce que je te propose pour commencer, c'est que tu te présentes. Oui, très bien. Donc, Anas Patel, j'ai 43 ans, je viens de l'île de la Réunion, famille indo-réunionnaise, depuis 3-4 générations installées sur place. J'ai donc se marié, 3 enfants. J'ai passé une bonne partie de ma vie en Europe, hein, donc France, Angleterre et quelques expériences à l'étranger. Voilà, donc je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est finance éthique, fondateur de quelques sociétés. On aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah. Donc voilà, j'ai pas mal consacré du temps à essayer d'apprendre, de m'éduquer dans tout ce qui est le lien entre finance, économie et quelque part l'approche un peu plus spirituelle, religieuse, etc. J'ai eu l'occasion d'apprendre Hifz dans mon enfance et avoir une instruction, une éducation religieuse avec de grands savants. Et ça m'a poussé d'aller effectivement un peu plus loin et surtout essayer de comprendre au-delà des grandes théories économiques qu'on apprend à l'école, à l'université, comprendre un peu plus la vision islamique dans l'économie, le rapport de l'islam à l'argent. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter dans ce domaine? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que je viens d'une famille plutôt commerçante, donc entrepreneur, commerçante. Mon grand-père a fondé un groupe donc sur l'île de la Réunion, qui aujourd'hui a une dimension assez intéressante et surtout sa plus grande fierté, c'est d'avoir créé beaucoup d'emplois. D'accord. Je crois que le groupe aujourd'hui, c'est plus de 1000 salariés. Donc ça, c'est un vrai impact social. Ça a beaucoup influencé mon parcours quelque part, justement, l'entrepreneur qui est parti de zéro, D'accord. qui est né à La Réunion, mais de parents émigrés de l'Inde, et Mhm. qui a construit pas à pas, voilà, tout un réseau de commerce. Alors lui-même, il n'était pas diplômé, il n'était pas éduqué, hein, totalement autodidacte. Mhm. Il a été reconnu par ses pairs et par la République pour ses différentes œuvres. Mais voilà, j'ai baigné un peu dans cette ambiance qui m'a beaucoup influencé sur ces valeurs du travail, de l'effort, de partir de zéro et de pas avoir peur de prendre son mal en patience, d'ouvrir des portes, de gravir des échelons petit à petit. Ouais, c'est vraiment des valeurs d'entrepreneur. Exactement. Si on pourrait rester juste une minute par rapport à La Réunion, c'est une île pas très loin du Madagascar, dans le sud de l'Afrique. C'est dans l'océan Indien, donc c'est un vrai département d'outre-mer. Donc c'est-à-dire que on n'a pas besoin c'est le même passeport, c'est la même loi, c'est exactement comme un département, comme je sais pas la Drôme, mais juste qu'il est qu'on appelle outre-mer. La, la spécificité étant une histoire différente de la métropole, dans le sens où elle a été constituée vraiment par des vagues d'émigration, que ce soit en provenance d'Asie, d'Afrique, d'Europe, au départ avec des populations d'esclavage, hein, c'est donc les différents colons, au départ portugaises, ensuite britanniques et ensuite françaises,
qui se sont installés avec des esclaves. Et petit à Mhm. petit, donc la population locale s'est constituée avec ce qu'on appelle le créole, qui est un mixte entre justement l'africain et l'européen. Et ensuite sont venus s'agripper à ça les, euh, les vagues d'immigration d'Asie, donc beaucoup de Chinois, d'Indiens, Malgaches, etc. Et ce qui fait que ça donne vraiment un melting pot très, très intéressant d'un point de vue sociologique et économique également. Et ce qui fait que les religions ne sont pas tabous, ne posent pas problème. Au contraire, ça fait partie de la société. Le fait religieux est reconnu. Les gens se sentent plutôt croyants et n'ont pas de blocage par rapport à ça. Mhm. Et c'est vrai qu'en étant musulman, étant né et ayant grandi sur place, ça donne une ouverture, ça donne un caractère qui rassure et qui fait que voilà, on n'a pas à se cacher et au contraire, on trouve que les valeurs religieuses, spirituelles sont un plus par rapport à la société d'aujourd'hui qui est la recherche du sens, la recherche de quelque part de valeurs, de solidarité, de partage. Et je trouve que voilà, ce brassage multiculturel et surtout euh, spirituel aussi donne beaucoup de force et fait la différence par rapport à ce qui se passe en métropole et en Europe de façon générale. Ça n'a pas été trop violent quand tu es venu en France? En France métropolitaine, je veux dire. Ouais, juste après le bac, au départ, j'étais venu que pour les études. Généralement, les études, c'est quelques années. Finalement, j'ai passé plus de la moitié de ma vie en France et en Europe. Comme quoi, donc, c'était pas. Alors, au départ, c'est clair qu'il y a un temps d'adaptation, le temps de comprendre un petit peu les différences, s'acclimater, trouver ses repères. Et surtout, venant d'une grande famille, c'est toujours un peu compliqué. Alhamdoulilah, la solidarité quand même. En France, notamment la communauté musulmane ou même de façon générale, ça fonctionne. J'ai eu la chance de commencer à Lille, pas tout de suite à Paris, parce que Paris, c'est parfois un peu plus violent. Donc j'étais dans le nord et je trouve que la chaleur humaine, la solidarité dans le nord est vraie. Et ça m'a aidé. Et donc voilà, j'ai fait des études d'école de commerce pendant quelques années à Lille et ça m'a permis effectivement de partir sur de bonnes bases. J'ai démarré en 94 et en 95-96, j'avais fait un premier stage à l'étranger et c'était au Moyen-Orient. Et c'est là où j'avais découvert vraiment de façon fortuite un- une brochure qui parlait de la finance islamique que je connaissais pas du tout. Et ça parlait. Alors j'avais quelque part c'était un peu un quiproquo. Moi j'avais compris de cette brochure que typiquement les banques islamiques euh, proposer donc des financements, des différents produits financiers, mais qui sont basés sur des taux de marge. Et j'avais compris que Mhm. c'était des taux de marge fixes et paliers au taux d'intérêt comme on les entend. Mais bon, c'est après que je me suis rendu compte que on parle quand même d'un système de calcul qui fait appel au taux d'intérêt composé. Mhm. Donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus et notamment faire le lien aussi avec d'ailleurs la propagation du virus qui suit une courbe exponentielle et non pas paramétrique. Ça, je pense que c'est important aussi de comprendre, on y viendra. Ok. Mais typiquement, juste pour faire court, donc c'est comme ça que j'ai découvert la finance islamique sur un peu sur un quiproquo. Je rappelle que nos premiers apprentissages à l'école de commerce sur la finance et l'intérêt, le taux d'intérêt, c'est le loyer de l'argent. C'est qu'il est normal de rémunérer l'argent par de l'argent. Que d'ailleurs une phrase très typique d'un de mes profs que j'appréciais beaucoup, c'était le cash flow et le Canada Dry de la liquidité. Voilà, tout ce genre de phrases un peu compliquées, ce verbiage très financier. Ce jargon. Et donc voilà, j'ai commencé par la finance, donc je suis vraiment intéressé à ça, de façon générale, à essayer de comprendre les mécanismes qui nous gouvernent et que ce soit d'abord d'un point de vue purement micro, hein, micro-entreprise, une société, comment elle fonctionne, la comptabilité, la gestion, le contrôle de gestion, etc. Et petit à petit aller un peu plus sur la finance de marché, donc que ce soit les marchés financiers, marchés de fonds propres, d'equity ou de dette. Et c'est comme ça que je me suis un peu spécialisé dans la finance sur mes années d'études.
D'accord. Tu t'étais formé, du côté de la finance islamique quand tu étais à La Réunion? Ou c'était en parallèle de tes études? Je m'étais pas formé pendant mes études même parce qu'à l'époque, il y avait vraiment rien, que ce soit en France ou même en Angleterre, parce que c'est des années avant 2000. Mmh. C'était vers 2001-2002 quand j'étais aux États-Unis que j'avais découvert de façon plus pratique sur un vrai dossier, un vrai deal, la finance islamique. Donc en gros, c'était des clients qu'on avait qui étaient donc des investisseurs du Moyen-Orient. C'est comme ça que j'ai dû entrer un peu dans le sujet de façon plus pratique, donc moins théorique, mais vraiment très pratique, et d'un point de vue montage de financement, etc. Bon, ça c'était juste un dossier sur lequel j'étais pas seul et j'étais plutôt dans une équipe qui travaillait là-dessus. Mmh. Et c'est plutôt par la suite, donc une fois que j'étais revenu en France, et entre l'Angleterre et la France, où j'ai commencé vraiment à me spécialiser dedans à la demande de certains clients, où il fallait monter de A à Z des fonds d'investissement. Donc fonds d'investissement où on prend aussi bien la partie fonds propres, equity, et ensuite tout le montage financier avec de la dette, avec des contrats qui permettent de faire aussi bien des investissements en direct, des investissements pour compte de tiers. Enfin voilà, j'ai dû vraiment entrer dans le détail et gérer des mandats. Ça, c'était en France? Ça, c'était en France pour le compte d'investisseurs du Moyen-Orient, mais avec un mandat pan-européen. Donc on investissait à la fois en Angleterre, en Allemagne, en France. Voilà, c'était un mandat exclusif où il fallait tout faire en fait. L'investisseur mettait que de l'argent, que du capital. Il fallait tout faire, tout le montage, aussi bien juridique, financier, économique, les rapports de gestion, etc. C'est vraiment là où je suis vraiment entré dans le détail, Mmh. et spécialisé pour trouver des solutions. Alors c'était plus facile d'investir en Angleterre parce que la loi et la jurisprudence permet de le faire plus facilement. Et en Allemagne, il y a certaines structures qui fonctionnent mieux comme le leasing. En France, en revanche, c'était plus compliqué. Mmh. Et je me rappelle qu'à chaque fois, il fallait qu'on passe par des montages assez compliqués, et en faisant appel à beaucoup d'avocats pour pouvoir entrer dans les cases. Juste pour expliquer aux gens, un fonds d'investissement, donc c'est une ou plusieurs personnes qui mettent leurs fonds propres, donc leur propre argent, dans un fonds commun pour pouvoir investir dans différents types d'actifs. Donc ça peut être, l'immobilier, ça peut être, des entreprises, des actions. Est-ce que je décris bien? Tout à fait. Alors, il y a différentes choses. Il y a effectivement un fonds. Un fonds, finalement, c'est juste un véhicule avec donc un statut juridique. Ça peut être une société, ça peut être un fonds comme les fonds communs de placement, les EPCVM, les SICAV. Donc, ça peu importe le côté juridique. Le plus important, c'est effectivement à quoi il sert le fonds. Il sert à rassembler, à collecter des fonds propres, donc du capital, et ensuite les déployer, les investir. Il peut être fait par plusieurs personnes, et donc c'est la force d'un fonds collectif, ce qu'on appelle la gestion collective. Donc on va rassembler plusieurs personnes de façon à multiplier la force d'investissement. Ou alors il peut être aussi pour un institutionnel, donc un gros investisseur, on peut en faire un fonds dédié. Donc un seul investisseur constitue le capital complètement, et ensuite on va déployer les investissements, on va gérer pour le compte de cet investisseur. Donc on peut avoir les deux côtés, fonds collectifs ou fonds dédiés. Et ensuite, après, effectivement, les types d'actifs, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans l'infrastructure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion alternative, hein, les actifs alternatifs, private equity, donc capital risque, ça peut être de l'immobilier, de l'infrastructure. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les actifs financiers. Donc ça peut être des actions cotées, ça peut être des obligations, des fonds de fonds. Donc ce qu'on oppose de façon générale, c'est les actifs non cotés aux actifs cotés. Et du coup, l'objectif derrière, c'est d'avoir ce qu'on appelle un retour sur investissement. Donc après une certaine période, de gagner entre guillemets «de l'argent» grâce à l'investissement. Voilà, on définit un programme d'investissement avec l'investisseur, le ou les investisseurs. Donc, dans le programme d'investissement, on va fixer les objectifs, que ce soit les objectifs d'exposition au risque, le couple risque-rentabilité, donc quel niveau de risque pour quelle rentabilité. Et ensuite, effectivement, on va le gérer et on va faire en sorte de générer les retours, les revenus
pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'investisseur. Encore une fois, en fonction du risque entrepris, il peut être plus ou moins élevé. Et derrière, il y a toute une technicité sur la volatilité, sur les différents indices, etc. Mais bon, le plus important, c'est de comprendre que ça reste des objectifs réalistes. Alors, si on veut faire le lien avec l'islam, ça pose aucun problème de dire que j'ai du capital et j'aimerais l'investir, j'aimerais le faire fructifier. D'ailleurs, c'est largement encouragé dans l'islam de ne pas thésauriser de l'argent, de ne pas laisser l'argent oisif. C'est l'investir, le faire entrer dans le circuit économique. Alors après, il y a plus ou moins différentes façons de le faire, mais effectivement, le faire avec sur des actifs financiers, c'est une des façons de le faire. Et dans ce cas-là, comme il est investi, ben, il n'est pas taxable à la zakat. Et ça, c'est justement encouragé. Beaucoup de hadiths qui encouragent à investir et faire profiter aux Ça, autres. je savais pas que c'était pas taxable. J'allais te poser la question en plus. Ça tombe bien, tu y réponds. De façon générale, c'est les revenus qui seront taxés, pas le capital s'il est investi. Alors, il faut pas qu'il soit investi de façon court terme et à but purement spéculatif. D'accord. Il est investi de façon plus ou moins long terme, donc en quelque part, on dépasse un haul, donc un cycle complet. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, le capital est considéré comme étant productif et c'est juste les rendements qui sont taxés à la zakat. D'accord. Intéressant. Donc, peut-être en deux, trois mots sur justement la vision islamique sur l'économie. Je pense que, et sans faire trop de grandes théories, alors juste peut-être pour préciser, je n'ai pas dit tout à l'heure, j'ai fait aussi une thèse sur justement les techniques de financement participatif d'un point de vue islamique, une thèse à Paris 1 Sorbonne. Je ne l'ai pas défendue, mais ça m'a permis de vraiment réfléchir à certains sujets et surtout pour le monde, dans la startup que j'ai fondée 570 Easy en 2010, c'était vraiment d'essayer de trouver des modèles concrets sur lesquels on pouvait travailler en France. Donc notamment, on a fait comme ça plusieurs choses assez innovantes comme le financement des PME, le financement directement de projets, etc. On pourra en revenir, mais juste quelques grands points de réflexion. De façon générale, on est donc sans la théorie, on est aujourd'hui dans une société qu'on peut dire une société de surconsommation. Il est clair que quand on voit la façon dont les choses se font, la publicité qu'on a, la facilité d'utiliser la dette, de faire appel à de l'endettement avec des taux d'intérêt, on est dans une société qui pousse à la consommation, au surendettement, et ça pose problème. C'est pas le fait de se dire ouais, est-ce que alors une grande question un peu idéologique, est-ce que le capitalisme est compatible avec les valeurs d'islam ou pas? Avant tout, c'est pourquoi on le fait et comment on le fait. Vous savez que dans l'islam, les deux grandes questions qui nous seront posées, une question liée à nos biens, c'est d'où vous les avez acquis et comment vous les avez utilisés. Ce sont des questions de la tombe. Donc ça, c'est super important de savoir effectivement d'où on tire notre subsistance, nos fonds, et comment on les utilise. Et en islam, il n'y a pas de problème en termes de richesse, en termes d'investissement, en termes justement de gagner plus ou moins beaucoup d'argent. Le problème, c'est est-ce qu'on le fait de façon licite, avec des supports licites, et au final, pourquoi on le fait? Quelle est la finalité? Est-ce que notre finalité, c'est d'accumuler du capital, c'est de s'enrichir pour s'enrichir, ou alors plutôt quelque part de profiter des bienfaits de Dieu, ce qu'il nous a donné, parce que tous les biens qu'il nous a donnés, ce sont des amana, hein, nous sommes dépositaires des bienfaits de Dieu, et quelque part, il nous est demandé donc de nous rapprocher de Dieu par rapport à toute cette richesse, et surtout d'en faire profiter aux autres. La grande question de l'islam dans la finalité, c'est l'utilité, c'est l'éthique de la finalité, qui est effectivement d'avoir un impact pour soi, pour ses proches, pour la société, pour la collectivité. Donc ça, voilà, les problématiques de la richesse, même de s'endetter de façon halal et à juste équilibre, ça ne pose pas problème. Donc le capitalisme en tant que tel, c'est pas le problème, c'est comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on en retire, et surtout, est-ce qu'on tombe dans ces travers, dans les valeurs comme je disais, de surconsommation, d'endettement, parfois de nombrilisme, hein, c'est-à-dire que quand on commence à accumuler de l'argent, on s'isole des autres, on s'isole des pauvres,
on devient déconnecté, on est soucieux que de son enrichissement. Et d'ailleurs, il suffit de voir le système d'aujourd'hui, il pousse à ça, à cette accumulation du capital. Il suffit de voir les derniers chiffres, les derniers sondages qui sont menés notamment par un organisme indépendant qui s'appelle Oxfam, qui montre un peu la disparité des richesses, de la concentration des richesses dans le monde. Oui. Les derniers chiffres là de 2020, c'est 1% de la population détient l'équivalent de 90% de la population. Détient 1% de la population détient en termes de richesse ce que 90% de la population détient. De façon plus précise, il y a, je crois, un peu plus de 2100 et quelques milliardaires qui ont plus de richesse que 4,6 milliards de personnes. Donc 2100 personnes par rapport à des milliards d'autres personnes. Là, on se dit clairement, c'est hallucinant. il y a un problème d'équilibre, il y a un problème de répartition. Donc voilà, l'islam, quelque part, dans ses fondements, et notamment cette approche d'équilibre dans l'économie, encore une fois, c'est pas de se dire il ne faut pas posséder des choses, il ne faut pas s'enrichir. Bien sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, on le fait, encore une fois, soucieux de cette justice sociale, de cet équilibre, de ce partage. Et là, il y a plein de mécanismes de régulation, comme bien sûr la zakat, qui est une valeur fondamentale et un pilier de l'islam, sur lequel on aura le temps de Bien revenir. sûr. Si je pouvais rajouter une chose qui, moi, semble quand même assez hallucinant, c'est que on en est arrivé au point où les gens empruntent pour gagner plus d'argent. C'est-à-dire que les taux sont tellement bas qu'ils peuvent emprunter de l'argent et l'argent qu'ils empruntent, ben, ils l'investissent dans quelque chose qui rapporte plus d'argent que le taux d'intérêt. Bien sûr. Et ça, c'est typiquement le problème de l'intérêt, le taux d'intérêt. Le riba, comme on l'appelle en islam. Euh, alors, c'est intéressant d'essayer de comprendre aussi pourquoi, enfin, déjà, cette interdiction forte dans le Coran, dans les textes sacrés, et surtout des conséquences de ça. Les, le châtiment qui est appliqué pour le riba, c'est très très dur dans le Coran. Yamhaqullahu riba. Et Allah, il parle même de, de guerre par rapport à ceux qui pratiquent le riba. Dans les hadiths, on parle de péché extrême, de grande gravité, pire que d'avoir l'adultère avec sa propre maman, etc. Donc, le, le, pourquoi justement, là, tu parlais des gens qui s'endettent même sans besoin, c'est que le riba, il est enivrant. De la même façon que l'alcool à petite dose, parfois, au départ, ne fait pas trop de mal, l'alcool. Mais le problème, c'est que il a un effet addictif et il enivre et on peut pas s'arrêter. Le riba, c'est exactement pareil. On pourrait se dire, ouais, mais un faible taux d'intérêt, ça permet d'investir et de faire développer l'économie. Mais le problème, c'est que l'être humain, il n'a pas d'autocontrôle. Il se laisse enivrer par les choses, et surtout quand c'est facile, l'argent facile, là, après, voilà, il y a plus de limite. Et il a fini une opération, il veut aller dans la prochaine, et comme ça, il s'endette à outrance. Et c'est les dégâts qu'on connaît sur la société, sur les ménages, sur les familles, etc. De façon générale, là aussi, peut-être une réflexion sur le monde qui nous gouverne aujourd'hui par ces valeurs de l'argent. On peut simplifier les choses en disant, aujourd'hui, l'argent, c'est trois choses. On peut les catégoriser en trois domaines et essayer de voir quelles sont les problématiques derrière tout ça d'un point de vue islamique et quels sont justement les remèdes, les orientations, les prescriptions de l'islam. D'une part, l'argent, comme on l'a dit, l'argent un peu facile, l'argent de la rente. En gros, c'est le capital, il a un pouvoir en tant que tel et il peut être l'objectif de sa propre rémunération. C'est-à-dire que quand on va placer de l'argent, on ne fait aucun effort réel, on ne prend aucun risque, on ne fait pas aucun effort productif dans la vie réelle. On met juste de l'argent, l'argent étant juste un moyen normalement, c'est un moyen d'échange, mais on va faire en sorte que cet argent va devenir la finalité de l'investissement. Donc c'est l'argent qui rémunère de l'argent. C'est le problème de la rente du capital. Donc derrière, c'est la problématique du riba. Et à ça, l'islam oppose le commerce, comme il est bien connu ce verset du Coran sur la Baqara.
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Et Dieu a interdit le riba et a autorisé le commerce. Donc, on oppose clairement le fait de la rente du capital par le commerce, qui est donc une activité productive, une activité qui demande un échange sur des biens réels et non pas sur du virtuel. Mhm. Deuxième point, c'est l'argent quelque part spéculatif. Donc là, on est encore un stade plus loin, c'est-à-dire que on va utiliser le pouvoir du capital pour gagner de l'argent rapidement au détriment des autres. On va spéculer sur le dos des autres personnes. Et là, sur les marchés financiers, quand on connaît ce qui s'est passé, notamment la crise de 2008, avec on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais les CDS, les Credit Default Swap, les marchés dérivés, en fait, c'est purement des instruments de spéculation. En gros, c'est parier à la baisse telle ou telle chose, ou même parfois parier sur quelque chose dont on ne détient pas le sous-jacent. C'est-à-dire, je vais parier sur la baisse, je dis n'importe quoi, du prix du cuivre, or que je ne détiens pas ce cuivre-là. Je vais attendre donc je vais le vendre à découvert et je vais l'acheter une fois qu'il est plus bas, le prix est plus bas, et je vais faire une grosse marge dessus. Mhm. L'exemple qu'on donnait dans la crise de 2008, c'était pour bien caractériser ça. C'est comme si donc j'ai une maison, il y a mon voisin qui est à côté de moi qui est aussi dans sa maison. Je vais moi acheter une assurance sur un risque d'incendie de mon voisin. Donc moi j'ai aucun lien avec mon voisin, ma maison est séparée de celle du voisin, et je vais quelque part spéculer sur un incendie de la maison de mon voisin, de façon à ce que je vais capter la prime de l'assurance une fois que sa maison sera incendiée. Ça, c'est un instrument qui existe, hein, c'est-à-dire je vais parier sur Ouais. un risque qui est externe à moi. Et ça veut dire que derrière, les comportements des acteurs du marché, quand vous avez cet instrument qui vous permet effectivement de parier sur un risque externe, bah finalement, vous allez contribuer à créer ce risque. C'est assez normal. Mhm. L'être humain étant, bah, je veux gagner de l'argent. Et donc, quelque part, c'est ça, c'est un peu des pyromanes. On devient pyromane. On va, quelque part, créer le début d'un incendie chez la maison du voisin de façon à gagner de l'argent sur son dos. Ça, c'est exactement le fonctionnement des marchés financiers aujourd'hui. Donc, cet argent spéculatif. Et là, c'est les mots de ce qu'on appelle le maïsir, la spéculation sans contrepartie, la spéculation sans la propriété des choses. À ça, l'islam impose justement d'être vraiment dans l'économie réelle, d'être adossé sur des actifs. Donc, tout ce qu'on fait, tous les échanges, tous les investissements qu'on fait doivent être adossés à des actifs réels. On ne peut pas le faire sur du virtuel, on ne peut pas le faire sans posséder le bien dont on Ouais. parle, que ce soit une maison, que ce soit une matière première, etc. Et enfin, troisième fait, c'est l'argent qui est un peu thésaurisé. C'est cette idée de l'accumulation du capital. Donc, pareil, c'est une fois que j'ai de l'argent, ben, je rentre dans un cercle vicieux qui est je veux accumuler, j'accumule, comme les grands de ce monde qui ont une fortune qui dépasse les 100 milliards. Mhm. C'est faramineux, c'est incompréhensible. Quelqu'un qui est au SMIC, on va lui dire tu vas travailler 40-50 ans, tu n'auras même pas 1% de la fortune de cette personne qui a gagné ben, de façon inimaginable. Donc cette cupidité, cette volonté d'accumuler, cette cupidité, qui est un vrai problème, l'islam oppose justement ce côté du partage obligatoire avec la zakat, du partage bénévole ou incitatif comme la sadaqa. Et donc tous ces mécanismes de partage, de la générosité qui font que l'économie s'équilibre, la société, il n'y a plus ce côté justement, le pauvre, il est déconnecté, il est dans son coin, il accumule la richesse. Au contraire, il est là pour purifier ses biens, purifier lui-même déjà son cœur de la cupidité, purifier ses biens en partageant une partie à d'autres pauvres. Donc c'est un droit des pauvres sur le riche. Et enfin, derrière tout ça, c'est encore une fois satisfaire Dieu et essayer de trouver l'équilibre dans la société. Donc à tous les grands mots de la société, hein, comme je disais, l'argent facile, l'argent de la spéculation et l'argent de la thésaurisation, à tout ça, l'islam a identifié les problématiques et donc ses interdictions et a donné des orientations. Finalement, c'est du bon sens, c'est éviter des choses qui n'ont pas lieu d'être et rester dans l'économie réelle, rester dans le concret et faire preuve. Au final, je pense que le paradigme très intéressant
que développe l'islam dans l'économie, c'est bien ça, c'est ce facteur de la générosité, de la solidarité. Oui. Autant le paradigme qui nous est imposé aujourd'hui par la société de consommation, par cette idéologie du capital ultralibéral, c'est plutôt la rentabilité, la spéculation, la cupidité et l'accumulation de richesses. La scalabilité. Et exactement, c'est la domination mondiale des médias, on les voit avec les Uber, etc. Ben, voilà, il y a des forces d'opposition, des forces voilà, de stabilité que l'islam propose, qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont vraiment dans le long terme, dans ce qu'on appelle le capital patient, la durabilité, donc avec ces instruments et ces mécanismes de solidarité, de générosité et de frugalité. Merci beaucoup pour cette explication, c'est très clair. Quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que en islam, comme tu le disais, c'est pas interdit de devenir riche, loin de là. Mais ce qu'on regarde, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire derrière cet argent et comment on l'a obtenu. À partir du moment où ces deux facteurs sont contrôlés, il n'y a pas de raison de bien gagner sa vie ou de gagner de l'argent. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, les savants, dans ce cadre-là, ils nous donnent quelques règles de bon sens. Ils nous disent que, par exemple, les biens n'ont de valeur que par leur utilité sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de posséder des biens, donc de vouloir acquérir des biens, mais encore une fois, la finalité est importante. Donc là, c'est voir l'utilité que ça peut nous procurer. Donc pour nous et nos proches, avoir une maison, avoir une voiture, avoir une entreprise, des biens, etc., aucun problème. Mais aussi penser à l'autre, donc cette utilité sociale que une fois que j'ai ma maison, c'est bien au lieu d'accumuler encore d'autres biens qui sont pas forcément nécessaires, je vais commencer à investir pour d'autres. Je vais financer par exemple des hôpitaux, des écoles, faire bénéficier à d'autres personnes. Donc ça, c'est concernant les biens. Et concernant l'argent, on dit que l'argent n'a de valeur que dans sa circulation économique. C'est-à-dire que justement, le fait d'avoir du capital, c'est pas le but d'avoir le capital pour le capital et de rémunérer ce capital par du capital. C'est l'argent, pas de problème de l'avoir, mais encore une fois, elle doit circuler, elle doit pas être thésaurisée. Et ça, pareil, ça incite à investir, à faire bénéficier aux autres et surtout à partager. Par rapport à ça, j'ai une petite réflexion qui me vient en tête. Alors, je sais pas si c'est dû au fait que les gens commencent à se poser des questions par rapport à ça, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de compagnies ou de startups qui s'imposent, d'investir une partie de leurs revenus dans des causes, éthiques. Mais c'est pas quelque chose qu'on voyait à l'époque. Ouais, c'est vrai que c'est une ligne de fond qui vient depuis la crise de 2008. On s'est rendu compte que la brutalité des marchés financiers, la brutalité de ces grandes banques, là, Lehman Brothers, tous ceux qui ont fait faillite, qui spéculaient sur le dos des gens, qui faussaient la vérité par rapport à des pauvres ménages pour les faire s'endetter et ensuite montrer, après reprendre leur maison. Tout ça, ça a choqué quand même pas mal de monde. On a vu des vraies images. C'est pas seulement comment dirais-je, ça ne concernait pas que la bourse. C'était aussi des vraies personnes, des vraies familles derrière qui subissaient les contre-coups de ces spéculations et de ces travers. Donc, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont été choqués par ça et qui commençaient à se dire, ouais, mais pourquoi tout ça? À quoi ça sert? Et essayer de se poser la question du sens, le sens du système financier, à quoi il sert, et essayer de se dire, retrouver des valeurs, ces valeurs dont on parle de partage, de générosité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de startups qui se sont créées un peu dans cette tendance d'opposition au capital libéral, au capital sauvage, comme on appelait même, je crois que Christine Lagarde, à l'époque, elle appelait la finance casino, l'exubérance irrationnelle. Donc, c'est ce petit monde de la finance qui est déconnecté de la vie des gens. Donc voilà, il y a des startups qui permettent de dire vous le faites, mais aussi pour une autre cause, servir une cause. Et je pense que ça rejoint clairement la vision de l'islam. Quelque part, on peut s'attendre à ce que dans les années à venir, surtout maintenant avec cette nouvelle crise du virus, Mmh. que les choses vont encore se développer dans ce sens-là. La question du sens, la question des inégalités,
Là, ce que beaucoup d'acteurs disent en ce moment, ce virus, ce petit virus qui est invisible, qui vaut rien, fait plus pour l'économie, fait plus pour le réchauffement climatique que toute politique économique, que toute volonté où il y a eu à chaque fois des enjeux, des malversations, etc. Là, ce petit virus, quelque part, il va nous contraindre à changer notre mode de vie, à revoir justement l'impact qu'on a sur l'économie, sur le réchauffement climatique. Et ça, c'est intéressant à plus d'un titre. D'ailleurs, juste pour faire un petit lien, je regardais là un reportage assez intéressant sur la propagation du virus. En fait, le virus, à la différence de la fièvre ou d'autres maladies, où on dit par exemple, chaque année, je dis n'importe quoi, il y a 1% de la population qui est affectée par la grippe. Il peut y avoir une croissance de ces gens-là. Là, la différence, c'est que ce virus, il ne suit pas une courbe de progression statique, il est vraiment sur une courbe exponentielle. Et les dernières statistiques montrent que le nombre de cas affectés, il est multiplié par 10 tous les 16 jours. Donc depuis qu'il a été déclaré à aujourd'hui, je sais plus, il y a plus de 100 000 cas qui sont déclarés. Donc on arrive à une courbe où tous les 16 jours, il y a un nombre de cas qui est multiplié par 10. Et là, ça me fait penser à un parallèle avec le taux d'intérêt riba. Le taux d'intérêt, et comme je disais tout à l'heure, dans l'islam, on oppose riba au commerce. Quand vous avez un commerce, qu'est-ce que vous faites de façon générale? Très simple, que ce soit un boulanger, un commerçant, enfin peu importe. Vous avez un chiffre d'affaires, vous avez des charges, vous investissez, etc. Et à la fin de l'année, vous avez un bénéfice. Ce bénéfice, vous dites, bon, par exemple, j'ai fait 10% de bénéfice. Donc, c'est bien une marge commerciale qui vous a permis de dégager donc, un bénéfice, donc 10%. Mhm. Le taux d'intérêt, il est différent. Et même quand on parle de taux de rendement, dès qu'il s'agit du capital, on ne parle pas d'une marge commerciale. On ne parle pas d'une marge sur un chiffre d'affaires, mais on parle d'un rendement sur du capital. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand on parle de rendement et qu'on parle de taux d'intérêt, ça suit une formule mathématique qu'on appelle les taux d'intérêt composés. C'est exactement à l'image de ce virus-là qui augmente de façon exponentielle. Et il y a une petite règle basique en finance qui dit que, par exemple, un capital, il double si, par exemple, on prend un taux de rendement de 7% Oui, sur 10 ans. Donc, si vous faites, en fait, c'est la règle des 72, c'est assez connu, vous pouvez le voir sur Internet, etc. d'accord. C'est-à-dire que généralement, quand on place, si par exemple on prend 10% de rendement, on dit 10%, donc il nous faudrait 10 ans pour avoir 100%. Mais parce que c'est pas une formule statique, mais une formule d'intérêt composé, c'est pas au bout de 10 ans que je vais doubler mon capital, mais c'est au Mhm. bout de 7,2 ans. Vous voyez, il y a un effet d'accélération. Et c'est ça qui, comme le virus, il y a un effet d'accélération. Et donc, parce qu'en fait, on capitalise sur ce qui a déjà été généré. Oui, Vous voyez, donc, et c'est ça la problématique du riba. Le riba, il est complètement déconnecté de l'économie réelle. La nature, l'agriculture, les produits de la terre, ils ne fonctionnent pas selon un rythme de courbe exponentielle. On fait fructifier la terre et on dégage tant de pommes, tant de patates, tant de tomates, etc. Mais on ne peut pas accélérer les rendements de façon exponentielle. mhm. Vous voyez, le problème de Riva, c'est qu'il impose une logique purement financière, purement capitalistique, et qui n'est pas en adéquation avec les lois de la nature. Intéressant comme analogie. Donc tu disais que tu as travaillé dans un fonds d'investissement pendant quelques années. Voilà, en fait, j'étais GE Capital, donc General Electric Capital, et ensuite différentes branches dans GE, et je me suis spécialisé en financement immobilier, effectivement, chez GE Real Estate, D'accord, euh, et au niveau européen. d'accord. Et les années qui ont suivi, tu as été directeur of Investment Strategy, DTZ Assets, tu peux en parler un petit peu? C'est ça. Donc ensuite, j'ai rejoint donc un autre acteur qui est un peu plus fonds d'investissement pour compte de tiers. Et c'est là où quelque part on le fait pas pour le propre compte de la société, mais pour le compte de clients, d'investisseurs. Mmh. Donc dans ce cadre-là, je travaillais pour des fonds de pension, pour des investisseurs institutionnels, des grandes compagnies. D'accord. Et, Donc donc tu as développé ton expérience dans le sujet avant de créer ta propre startup. exactement, ce qu'on appelle OK. la gestion d'actifs.
D'ailleurs, je vois que juste après, tu as suivi un petit parcours de formation d'entrepreneuriat. Ah oui, donc ça c'était une formation à laquelle j'ai été sélectionné pour. C'est organisé par un. C'est à Medina, Medina Munawwara. Ils font un genre de leadership session sur effectivement l'entrepreneuriat, le leadership. En fait, j'avais fait un papier, comme je disais, je faisais une thèse. J'avais fait un papier de recherche qui a été sélectionné par Harvard aux D'accord. États-Unis. J'avais présenté ce papier-là donc à Boston, là-bas aux États-Unis en Mmh. 2012 de mémoire. Et lors de cette session était présent un responsable saoudien qui m'a dit ah ton sujet m'intéresse, c'est intéressant la façon dont vous avez développé justement ce financement un peu innovant pour les PME. J'aimerais bien que tu participes justement à cette formation de leadership en Arabie, donc à Madina, et que tu viennes quelque part partager ton expérience avec les leaders locaux, etc. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire ça. C'était intéressant, c'était enrichissant parce que Super intéressant. c'était surtout dans un environnement déjà très international et plus mon arabe. Autant moi j'étais habitué plutôt le monde anglo-saxon et là c'était purement le monde arabe et en plus avec une approche. C'était à Madina, donc là on est vraiment on rejoignait l'utile à l'agréable. J'imagine pas du tout ce genre d'événement à cet endroit-là, Ouais, à Médine. c'était une volonté pour eux de promouvoir les lieux saints et en même temps d'attirer un peu les talents. Et franchement, c'était une très belle expérience. J'avais fait d'ailleurs une petite vidéo de témoignage qui est sur YouTube. Et malheureusement, je crois ils font plus cette formation-là. Mais s'il y en a d'autres par ailleurs, franchement, je vous encourage à d'une part, ben, vous-même de participer parce que ça permet d'apprendre sous un nouvel angle et de confronter ben, ce qu'on sait, hein, et en plus de partager l'expérience des autres. Vraiment très intéressant. Et c'est là aussi que ça m'a permis de remettre un peu les idées au clair entre une approche trop occidentale avec une approche un peu plus spirituelle, un peu plus on va dire non occidentale et d'approfondir des notions justement comme je disais tout à l'heure ces valeurs d'avidité, de rentabilité extrême, de cupidité, de le remettre ça dans un autre schéma de pensée. Et finalement, pour moi, vraiment, plus j'y pense, plus je fais des recherches, c'est vraiment la générosité, l'altruisme, le partage qui est la bonne clé de lecture. Quelque part, souvent, c'est un rêve pieux. Je veux dire, si un jour j'aurai le temps, c'est vraiment d'approfondir, de faire une recherche sur comment on connaît tous le PIB qui est un indicateur de la richesse des pays, des nations, pose problème. Le PIB il veut presque plus rien dire parce que même quelque chose de négatif entre dans le PIB. À ça, il y a eu d'autres propositions, par exemple l'IDH, l'indice de développement humain. Il y a d'autres choses comme ça, comme l'indice Gini qui mesure Oui. la, comment la répartition des richesses dans les pays, surtout leur inégalité. Je pense que nous, en islam, dans les pays musulmans, ce qui nous manque quelque part, c'est mesurer notre indice de générosité et surtout, c'est un peu quelque part un indice de comment on partage cette richesse. Comme je disais tout à l'heure, la richesse, elle est bénéfique, elle est encouragée en islam, mais elle est surtout valorisée dans son partage. Donc, comment essayer d'imaginer un indice qui montre cette richesse pour soi, cette richesse pour l'autre, l'impact sur la société. Donc, vraiment, Oui. cet indice de partage et l'impact que ça peut avoir au niveau social. Et quelque part, lier ça avec la zakat. La zakat, clairement, qui est aujourd'hui méconnue, en tout cas pas suffisamment valorisée. On le prend trop comme une sanction plutôt que comme un bienfait. Or que voilà, la zakat a énormément de vertus
et à chaque fois d'ailleurs que Allah subhanahu wa ta'ala il parle de d'ailleurs un des versets yamhaqullahu riba wa yulbi sadaqat. Allah fait disparaître, annule l'intérêt, le riba, et il fait fructifier la sadaqa. Donc cette sadaqa, elle a une dimension spirituelle et invisible qu'on ne peut pas apprécier. Or qu'on sait que sur le long terme, c'est ça qui nous fait gagner la baraka, gagner une certaine performance qu'on ne peut pas comprendre d'un point de vue purement rationnel. Donc voilà, je pense que imaginer un peu un indice de partage dans les sociétés musulmanes ou dans les économies islamiques, ce serait quelque chose d'assez Extrêmement intéressant. intéressant. Donc à ce moment-là, tu avais déjà créé, en fait, quand tu as rejoint ce programme, tu avais déjà créé 570 assets. Je ne sais pas si c'était tout seul ou en groupe avec des amis ou des cofondateurs. Voilà. Alors en fait, donc la société a été créée en 2010 et la formation effectivement elle s'est faite plutôt en 2012. En fait, l'historique de la société, c'était que j'étais encore chez DTZ Asset Management jusqu'à 2010, mais dès 2009, donc alors bien sûr il y a eu la crise de 2008, comme je disais tout à l'heure, la question du sens, tout le monde se posait la question. Moi-même personnellement, clairement, je disais ce que je fais, c'est bien pour l'apprentissage. Et d'ailleurs, je travaillais avec, encore une fois, sur des mandats d'investisseurs islamiques. Hein. On développait vraiment des investissements conformes à l'éthique musulmane. Mais je voyais pas cet impact. Et c'était quelque part un peu cet désir de rendement purement financier. Donc là, bien sûr, l'idée, c'était de réfléchir autrement, d'essayer de voir dans quelles conditions on pouvait mettre à profit ses connaissances et expériences par ailleurs. Et c'est là, en 2009, j'ai été contacté par un joueur de foot qui m'avait un peu interpellé, qui était de dire, voilà, moi je gagne bien ma vie, mais je suis donc musulman, je suis croyant pratiquant, et jusqu'à maintenant, je suis locataire. Et j'attends d'acheter ma maison par le biais d'un financement conforme à l'éthique musulmane. Je sais que vous le faites pour des grands groupes, ben, je vous mets au défi de le faire pour moi en tant que particulier. Bon, même si c'est un joueur de foot qui aime bien sa vie, et bon, il avait un besoin d'investissement assez important pour sa maison, qu'il ne pouvait pas payer cash. Donc il disait, voilà, ben, appliquez vos connaissances, vos expériences sur un projet concret. Là, je vous mandate pour essayer de trouver une solution pour mon propre besoin. La difficulté, le challenge, c'était quand même de faire ce qu'on faisait pour les institutionnels, de le faire pour un particulier. Et ça, les règles en France, que ce soit la loi, hein, les contrats, les juridiques et la fiscalité, est totalement différente. Et ce qu'on faisait pour des institutionnels, c'était des contrats de plusieurs centaines de pages. Or que là, avec un particulier, on ne peut pas lui demander de faire tout ça. Il faut que ce soit très simple, que ça passe à la rigueur chez le notaire et qu'il puisse être propriétaire rapidement. Donc voilà, ça m'a pris un an de recherche et développement pour pouvoir trouver l'alternative, aller batailler auprès des avocats, des notaires et surtout aussi des régulateurs. Donc là, j'avais la chance de participer à un groupe de travail avec Bercy, avec Christine Lagarde qui avait mis en place donc un groupe de travail en 2008. Et j'étais un des seuls musulmans qui était présent. Il y avait que des avocats, des banquiers, des consultants. Et j'ai poussé à ce que justement qu'on puisse développer des choses aussi pour les particuliers et pas seulement pour les institutionnels. Et c'est grâce à ça que les instructions fiscales ont été mis en place et avaient donc la possibilité d'être adaptées pour les contrats, pour les particuliers. C'était quoi la solution? Il fallait raisonner vraiment en dehors des critères de la banque. Une banque, généralement, quand on veut faire un financement immobilier, c'est un contrat de prêt. Donc on prend un contrat de prêt, la banque vous prête de l'argent, vous prête du capital et elle vous demande de lui payer des intérêts. Et donc c'est une rémunération du capital sur le capital. Il fallait totalement s'affranchir de ça et penser en dehors du domaine du contrat de prêt. Et c'est là, en se cassant un peu la tête, qu'on s'est dit, bon, ben, finalement, c'est un contrat de vente, comme le Coran le suggère, qu'il faut être dans le commerce. On s'est dit, bon, ben, ok, on va travailler sur un contrat de vente
et comment faire en sorte qu'une banque utilise un contrat de vente. Quand vous regardez l'objet social de la banque et même les lois qui président, la réglementation qui préside au secteur bancaire, le code monétaire et financier, etc., en aucun cas il est imaginable qu'une banque euh, euh, vende des biens. La banque n'est pas faite pour vendre des biens, elle est faite Oui. pour vendre de l'argent, pour prêter de l'argent. Donc au final, c'était assez compliqué, mais on a réussi à trouver, et ça surtout avec les notaires, à utiliser une technique de contrat de vente. Donc c'est un achat et une vente à tempérament qui permet à la banque d'acheter le bien et de le revendre au client. Donc de revendre au client en transférant la propriété. Et le client donc devient un nouveau propriétaire et il s'engage à payer le prix du bien au fur et à mesure sous forme de mensualité. Oui. C'est ce qu'on appelle la murabaha. Exactement. La murabaha, donc c'est une vente avec une marge. Donc ribh, ça veut dire donc un profit, un bénéfice. Donc c'est une vente avec une marge et qui est payée donc avec un différé de paiement. La différence en termes de conséquences, c'est quoi du coup? Par exemple, si on fait un emprunt à la banque et qu'on a un défaut de paiement, on le bien ne nous appartient pas tant qu'on n'a pas fini d'acheter le bien. Est-ce que c'est pareil avec un… On peut à la rigueur simplifier en 3 grands points différents. La première, c'est comme je disais tout à l'heure, une banque classique, elle vous prête de l'argent. Là, ce qu'on va lui imposer, et ça c'est le cahier des charges bien sûr qu'on a imposé à toutes les banques et qui a été approuvé par les jurisconsultes, donc les savants avec qui on travaille pour valider tous nos contrats. Donc on va imposer à la banque de posséder le bien, d'acheter la maison pour le compte du client, et donc de l'enregistrer sur son bilan, et donc de prendre le risque de la propriété. Ça, c'est inédit. Hein, dans aucune banque, généralement, ne prend le risque sur un bien immobilier pour le compte d'un client. Donc ça, on lui impose d'inscrire le bien sur son bilan, de porter le risque avant de le revendre au client. La deuxième chose, c'est que le prix auquel va être vendu le bien au client, c'est un prix fixe. Donc la banque va déterminer une marge qui est lié au profil de risque du client, à la durée sur laquelle il s'engage pour le remboursement, et donc s'engager sur un prix fixe. C'est comme quand vous achetez une télé, vous achetez au comptant 1000 euros, ou vous l'achetez à 12 mensualités de 100 euros, donc 1200 euros, d'accord. Il y a un prix de vente payable comptant de 1000 euros, et il y a un prix de vente à tempérament à 1200 euros. Mais quand le commerçant vous vend la télé à 1200 euros, vous avez bien la télé, vous repartez avec, et vous êtes engagé à payer 12 mensualités de 100 euros. Oui. Enfin, pour le cas de la télé, ça reste du riba. Non, 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 parce que là, c'est bien une vente. C'est bien une vente, c'est pas un prêt d'argent. Donc, c'est bien le commerçant qui a le stock, qui a la propriété de la télé, vous vend la télé. Et donc, elle est effectivement Donc acheter une légitime. télé à prix fixe en une fois, à un prix inférieur qu'en 12 fois, le cas en 12 fois est tout aussi légal islamiquement que le cas en une fois, même si le prix est plus cher? Tout à fait. Tout à fait, parce que c'est une vente et c'est une vente libre. Le client est libre d'accepter ou pas. Le fait de lui donner la possibilité de payer en plusieurs fois, voilà, c'est un service. Et le fait aussi que le commerçant a fait l'effort d'acheter le bien, d'avoir la marchandise, la télé, et de lui vendre cette télé et donc de transférer la propriété. Le client, il repart avec la télé, donc il est propriétaire. Comme ça, c'est ce qui est apparent. Ce qui est dans le contrat, ça pourrait tout très bien être tu payes 200 euros pour pouvoir payer en plusieurs fois. Enfin, je sais pas, la manière dont le contrat est écrit, est-ce que c'est… Ah, justement, je vais préciser ça. Donc, ce que je dis, le prix de vente, il est plus de 1000 euros, mais il est devenu 1200. On est d'accord. C'est un prix fixe, 1200 euros, même s'il y a une possibilité de payer en 12 fois, mais il est 1200 euros. Ça veut dire que demain, s'il y a un problème, le client ne paie plus, n'honore pas ses échéances des 12 mensualités, bah, le commerçant, il ne peut pas augmenter ce prix. Ce prix reste fixe à 1200 euros. Même si le client il paye pas en 12 fois, il paye en 15 fois, ou il est en retard, ben, le commerçant il ne peut pas facturer des intérêts de retard. Il ne peut pas facturer un prix supplémentaire aux 1200 euros.
Donc ça, c'est fondamental de le comprendre. Donc le risque, il y a un risque de paiement et donc le riba serait d'augmenter ce prix. Une fois que la vente est faite, le prix est fixe et il ne peut pas ni augmenter ni diminuer. Et toute différence de prix serait considérée comme riba. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième grande différence. Et la troisième, c'est que ce qu'on va demander justement à la banque, au commerçant de façon générale, c'est pas tant d'avoir la télé ou la maison déjà en sa possession. On va lui demander d'acheter pour le compte du client et de ne pouvoir vendre cette télé que si elle peut démontrer qu'elle a la propriété du bien. Donc la banque, typiquement, elle ne pourra pas vous vendre si elle n'a pas encore la possession du bien immobilier. Vous voyez la différence? Oui. C'est que on peut pas faire un échange de contrats virtuels. Donc voilà, je te vends ça et j'ai pas encore, je prends pas le risque, je prends pas la marchandise. Donc je te vends quelque chose dont je ne possède pas. Ça c'est un principe en finance islamique très fort, qui est on ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas, comme vendre le petit dans le ventre de la chamelle, le poisson dans l'eau, etc. Donc ça en islam, c'est pour éviter les litiges, éviter le hasard. On ne vend que ce que l'on possède. Donc on va non seulement imposer à la banque d'avoir la propriété du bien, et en plus de lui dire, vous allez acheter cette télé avec des fonds qui sont eux-mêmes licites. Donc vous n'allez Oui. pas utiliser de l'argent illicite, de l'argent de riba, pour pouvoir acheter ça. Vous achetez ça avec de l'argent qui est donc soit des fonds propres, soit les dépôts non rémunérés, etc. Donc voilà, ça c'est tout l'ensemble des cahiers des charges qu'on impose à la banque qui fait vraiment la différence et qui non seulement protège le client, parce que quand la banque achète un bien et qu'il le met sur son bilan, vous pouvez comprendre que rapidement, la banque elle va faire son audit. Elle va vérifier qu'il n'y a pas de risque supplémentaire sur le bien, sur la maison. Donc, elle va faire bénéficier de ses capacités professionnelles au client, finalement, de prendre moins de risques au client sur la qualité du bien. Donc voilà, tout ça, ça permet d'avoir un système plus vertueux. Déjà, il est sain parce qu'il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas d'utilisation de sources illicites. En plus, il y a cet échange de propriété. C'est pas un échange de capital et c'est pas une rémunération de capital sur le capital. On est vraiment dans l'économie réelle. Mhm. On ne rémunère que une marge liée à la vente d'un bien. D'accord. Donc ça, c'est fondamental de comprendre et qui fait la différence avec un prêt classique. D'accord. Et du coup, il a pu en bénéficier, le joueur de foot? Voilà, il a un peu réussi, donc c'était un peu compliqué à mettre en place. Il a dû attendre, un bon moment, mais Voilà. finalement, il a pu le faire. Et ça aussi, c'est grâce à cette patience, ça a permis de faire le premier qui était le plus difficile, et ensuite de se dire ah ben finalement non seulement c'est techniquement faisable, même si c'est un peu compliqué, c'est faisable en France. Il y a une demande, ça prouve le joueur de foot l'a prouvé, mais il y a certainement d'autres familles qui voudraient devenir propriétaires de façon licite, de façon conforme à l'éthique musulmane. Et en plus, il y a potentiellement la possibilité pour des acteurs comme nous d'innover, de proposer une alternative. Et c'est comme ça que ça a donné un peu les conditions pour créer la société et de lancer fin 2010 la création de la société et de mettre en place ce premier produit qui était effectivement de résoudre le problème de l'accession à la propriété, permettre au plus grand nombre de familles de devenir propriétaires conformes à l'éthique musulmane. D'accord. Vous vous êtes lancé à combien? C'était un petit groupe? Alors au départ, c'était donc là, cette première opération, s'était faite comme je disais que j'étais encore salarié. Et ensuite, on a créé la société et début 2011, donc Amin El Daoud a rejoint. Et comme ça, à deux, on a fait les premiers pas. Assez compliqué au départ. On croyait que avoir fait le premier, c'était plus difficile. Le reste, ça allait être plus simple. Mais finalement, la banque qui nous avait suivis en premier, finalement, elle s'est dit, oh là là, votre truc, il est quand même assez compliqué. Ça me fait prendre trop de risques. Ça revient cher, etc. Donc, on va pas vous suivre immédiatement. Donc, pendant 2 ans, c'était la traversée du désert. D'accord. Aucune banque autre qui a voulu nous suivre jusqu'à ce qu'on arrive à convaincre la banque Chabi, donc 2 ans après. Et donc voilà, et ce qui est bien avec la banque Chabi, c'est que comme c'est un plus petit acteur, donc justement le cahier des charges, le travail en équipe, c'est un peu plus facile pour pouvoir vraiment mettre ça en place.
et de le faire de façon idéale, quoi, avec des conditions nouvelles, mais voilà, de façon neutre et un peu plus, et partir sur une base plus propre. D'ailleurs, le défi de la Banque D'accord. Charby, c'était de nous dire, bon, bah, très bien, on va s'engager sur rien pour l'instant. On vous met au défi de faire les 100 premiers clients, faites les 100 premiers dossiers. Mhm. Et une fois qu'on a fait ça, c'est là où on déterminera notre engagement sur le long terme. Voilà, donc à partir de 2012, ça a été un peu le rembat le combat, et c'est là qu'on a commencé à recruter une petite équipe. On a fait les 100 premiers clients, et ça a permis justement après de développer de façon un peu plus large. En 2015, on a réussi à convaincre un autre gros acteur de nous suivre et de déployer à plus grande échelle ce financement. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on est à plus de 1200 familles qui sont devenues propriétaires. D'accord. Donc, les deux acteurs, c'est la banque Charby et du coup une autre banque. Et une autre banque, c'est groupe BPCE. D'accord. Du coup, quand vous avez commencé, vous avez fait comment? Vous aviez déjà des fonds de côté? Alhamdoulilah, j'avais donc déjà une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, ça m'a permis de mettre quelques sous de côté. Mhm. Et un gros avantage en France, c'est que quand on est entrepreneur, quand on crée sa société, on peut avoir, et on démissionne d'une société, donc on peut avoir une certaine aide de la part de l'État. Et ça, voilà, on a fonctionné en autofinancement. Euh, alors, l'idée de départ, c'était que justement, au bout de 2 ans, on devrait être autonome, et après commencer à pouvoir, ben, à pouvoir être à l'équilibre. Mais finalement, cette traversée du désert, finalement, elle a duré beaucoup plus, notamment pour moi, parce que j'étais le seul à pas être rémunéré. Donc, Mhm. ça m'a pris plutôt 5 ans au départ pour pouvoir prendre le premier salaire. D'accord. Donc, vous avez jamais pensé à faire de levée de fonds ou avoir des fonds extérieurs? Bah, à ce stade-là, c'était compliqué parce que c'était encore très fragile, c'était le début. Il y avait Vous encore n'avez pas encore validé le business model vu qu'il n'y avait pas de banque qui acceptait encore. exactement, voilà. Donc on a un peu attendu, on a vécu sur nos économies, sur l'argent des proches, et finalement, c'est justement en 2017 où on a voulu, où les choses étaient plus solides, on avait quand même un bon business model et quelque chose qui fonctionnait. On était déjà à peu près une douzaine de personnes. Donc c'est là où on a levé des fonds et on a profité pour créer avec donc le nouvel investisseur Connexcap. Connexcap étant une société, on va dire, groupe, et qui permet de couvrir aussi bien l'activité du financement, enfin l'activité pour les besoins financiers des particuliers, et de l'autre côté pour les institutionnels. D'accord. Et du coup, votre business model, il repose sur quoi? Vous récupérez un pourcentage Donc en fait, donc notre modèle, c'est vraiment développer euh, des produits financiers. Mhm. D'une part pour le financement, on a vu le financement immobilier. D'autre part pour l'épargne, donc des produits d'épargne. Alors de façon générale, on a soit une rémunération de conseil et d'accompagnement auprès de nos clients, donc en termes D'accord. de conseil financier, conseil patrimonial, Oui. ou soit d'apport d'affaires auprès de nos partenaires, donc que ce soit les banques. Et donc là, sur le produit d'épargne, on a lancé il y a quelques temps maintenant une SCPI qui s'appelle donc Fair Invest, qui est une Mhm. SCPI qui est comme un fonds immobilier Mhm. qui permet aux gens d'investir et d'avoir du rendement, d'avoir des loyers qui sont distribués tous les trimestres. D'accord. Donc voilà, on a d'un côté le financement, ça permet de répondre aux besoins d'acquisition de biens immobiliers, que ce soit résidence principale, résidence secondaire ou investissement locatif. Mhm. Également, alors essentiellement résidentiel, mais aussi un peu de commercial, donc notamment pour les professionnels qui veulent avoir un outil de travail lié aussi avec leur outil personnel. Et de l'autre côté, donc de produits d'épargne qui permet à tout un chacun de pouvoir fructifier son capital ou développer son capital. D'accord. Donc, pour résumer, vos deux activités principales, dont une qui est récente, c'est de pouvoir acheter un bien en apportant un apport, donc un bien immobilier, je veux dire. Et le deuxième, c'est d'investir son argent dans des SCPI, donc c'est comme des parts, en fait, des parts d'un bien immobilier, et de récupérer le rendement.
C'est ça. On parlait tout à l'heure des fonds collectifs qui sont mis en place. Ben là, l'idée, c'est ça, c'est qu'on va aller chercher un maximum d'investisseurs. Donc là, aujourd'hui, on est à plusieurs centaines de mémoires, on est à plus de 500 investisseurs D'accord? qui chacun met une somme d'argent. Donc le minimum, c'est 1000 euros au départ et ensuite 200 euros pour chaque part investie. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on est à plus de 5-6 millions de collectes réalisées. Et ça permet d'investir dans des biens immobiliers diversifiés. Donc ça peut être l'avantage, c'est ça, c'est que à la différence d'un investissement locatif, quand vous faites pour vous-même, vous achetez par exemple un appartement, ben, vous achetez un seul bien et vous êtes en risque sur le paiement du locataire. Si le locataire ne paie pas, s'il y a un incendie ou un défaut dans l'appartement, vous êtes exposé directement et donc vous devez payer les travaux, etc. Mhm. Là, la différence, c'est que c'est comme c'est un fonds diversifié, donc il y a plusieurs actifs. S'il y a un locataire parmi une dizaine qui ne paie pas, ben c'est moins impactant. S'il y a un problème sur un bien immobilier, pareil, c'est moins impactant. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment faire jouer la mutualisation du risque, la diversification des investissements. Donc on investit un peu partout en France, voire même demain en Europe et D'accord? la typologie des actifs aussi. Ça peut être aussi bien du bureau, du commerce, des biens euh, logistiques. Là, typiquement, on a investi pas mal dans deux thématiques fortes qui sont l'éducation et le médical, enfin, oui, médical santé. Donc, C'est-à-dire? c'est-à-dire des petites cliniques, là il y a un centre de dialyse, tout ce qui est voilà lié à la santé et on investit aussi Mhm. dans l'éducation, dans des crèches, écoles pour les enfants, enfin ce genre de choses. Voilà, c'est l'idée derrière de faire Invest, c'est vraiment d'avoir une orientation ISR, donc investissement socialement responsable, Mhm. où il y a un vrai impact, une utilité sociale quelque part. Donc c'est 570 assets qui possèdent en fait, par exemple, la crèche. Donc le SCPI, une SCPI, c'est un fonds qui est pas détenu par une société, qui est détenu par l'ensemble des investisseurs. Donc la SCPI Fairvest, D'accord? elle est, euh, elle est détenue par l'ensemble de ces investisseurs. Elle est gérée parce que c'est un véhicule qui est quand même réglementé et très sécurisé en France par l'AMF. Et Mhm. elle doit être obligatoirement gérée. L'agence de... C'est l'autorité des marchés financiers. Donc c'est en gros le gendarme de la finance en France. Euh, Elle est obligatoirement gérée par une société de gestion, donc une société de gestion de portefeuille, en l'occurrence, c'est Norma Capital. Et nous, donc, on est concepteur du produit et distributeur. Donc, 570 Easy et voilà, le concepteur et le distributeur. Il y a une société de gestion et en tout cas, les investissements sont détenus directement par les investisseurs par le biais de la SCPI. C'est peut-être l'un des premiers produits d'investissement islamiquement compatibles en France, Alors, non? en France, en tout cas, parce que là, on a ce qu'on appelle, ce sont des fonds réglementés qui font appel Mhm. public à l'épargne. Effectivement, je pense que c'est le premier. Il peut y avoir des fonds non réglementés, des fonds privés, donc des gens qui se mettent entre eux et qui investissent à droite à gauche. Généralement, on peut le Mais faire, c'est pas mais démocratisé. Mhm. voilà, c'est pas ouvert au public et on peut pas faire appel public à l'épargne. Là, notre volonté, c'était ça, c'était vraiment démocratiser cette épargne, l'accès à une épargne responsable, à une épargne conforme à l'éthique musulmane et qui permet à tout un chacun de non seulement de faire fructifier son capital ou de pouvoir en faire bénéficier à ses proches. Et notamment, ça permet de répondre aussi bien à des objectifs de, de, de développement de capital pour des projets futurs, de capitaliser pour, par exemple, l'éducation des enfants, pour un projet personnel, pour du voyage. Et comme c'est un produit de distribution, donc les rendements locatifs sont distribués chaque trimestre, donc ça permet aussi d'avoir un complément de revenus. Oui. Du coup, le retour sur investissement, il est de combien de pourcents environ? Donc là, on a fait les premières distributions et ça a été donc fait de façon officielle avec, encore une fois, revu par les auditeurs, etc. Donc la société de gestion a annoncé 4,35% pour la première année. C'est pas mal. C'est pas Alhamdoulilah, mal. C'est-à-dire c'est que si quelqu'un investit
Ils ont 10 000 euros et il a récupéré quasiment 450 euros. C'est ça, en base annuelle. Bah, annuel, ce qui est pas mal. Donc si on a des sommes plus grandes, on peut vite arriver à des grands rendements. Exactement. Donc c'est sur une base annuelle, mais c'est distribué tous les trimestres. D'accord, OK. Donc les 450 euros seront distribués, en 4 fois, sur l'année. Ça a rien à envier aux fonds qui existent déjà, en fait, hein. Enfin, c'est quasiment les mêmes, pourcentages, les mêmes retours. Non et surtout, notre grande fierté, c'était d'avoir, réussi à convaincre, avoir un cahier des charges vraiment lié à cette éthique musulmane, à l'investissement socialement responsable, à favoriser des secteurs comme, l'éducation et la santé et en plus d'avoir, construit le fonds, de façon à avoir un risque maîtrisé et aujourd'hui, donc ça, c'est aussi une obligation de l'AMF, du régulateur, d'avoir chaque fonds d'avoir un indice de risque entre 1 et 7 Mmh. et ce fonds-là, il est à indice 3. D'accord, Vous voyez qu'il est donc, bien en dessous d'un risque fort, d'un risque moyen. Il est, niveau 3, donc c'est-à-dire que voilà, on peut y investir de façon, assez sécurisée et serein. d'accord. Juste pour terminer par rapport à ça, c'est quoi du coup vos limites? Vous pouvez accepter un nombre illimité de fonds, Oui, tout à fait. C'est vraiment un produit, ouvert, donc ce qu'on appelle un fonds ouvert. Plus, il collecte, plus il peut investir. Il y a pas de du coup, vous avez limite une si ce équipe n'est qui est responsable de trouver des où investir, en fait? tout à fait. Donc nous, on s'occupe davantage, comme je disais, sur la distribution, la commercialisation. On est, en tout dans la société, on est une trentaine de personnes aujourd'hui, dont, une douzaine de conseillers financiers. Et la société de gestion, ils sont plusieurs spécialistes dans l'investissement immobilier, donc c'est eux qui cherchent les actifs pour pouvoir y investir. Donc nous, on fait la collecte et eux, ils font l'investissement. OK. Bah, écoute, c'est super intéressant. On arrive à la fin du podcast, donc on va conclure le podcast avec quelques petites questions. Du coup, ça a été quoi les plus gros challenges pour toi dans ton aventure, pour le moment? Challenge, je disais tout à l'heure, c'est généralement le début, hein. Le début, c'était très compliqué parce que on partait sur un peu un no man's land. Tout était à créer, le marché était à créer, les produits étaient à créer, les partenaires à aller chercher, les clients à convaincre. Comme je disais, le business plan initial, il disait, allez, au bout de 2 ans, on va pouvoir commencer à être à l'équilibre. Finalement, il a fallu attendre 5 ans avant de pouvoir personnellement pouvoir me payer. Et même aujourd'hui, on n'est pas forcément à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on est vraiment en phase d'investissement. Je disais, on est 30 personnes aujourd'hui, on a besoin encore de grossir pour pouvoir vraiment couvrir l'ensemble des besoins du marché, avoir les différents produits. Donc aujourd'hui, on commence à développer d'autres produits. Bientôt, Inch'Allah, on aura d'autres produits d'épargne sur lesquels on va communiquer, des choses assez innovantes aussi en termes J'ai hâte d'entendre ça. d'investissement. Euh, on essaie d'aller aussi beaucoup sur l'innovation, sur la recherche et développement. On a toute une équipe qui s'occupe de ça. On a régulièrement, alhamdoulilah, des prix. On a été reconnu, on était JEI, Jeune Entreprise Innovante. Donc, les challenges, c'était effectivement de mettre tout ça en place. Et maintenant, je dirais que le nouveau challenge, il est de pérenniser et de scaler. On en parlait Mmh. tout à l'heure. C'est scaler, c'est-à-dire avoir une taille critique qui nous permet vraiment déjà de répondre aux besoins de nos clients et surtout de répondre de façon satisfaisante avec la qualité de service appropriée. Et ça, c'est pas toujours facile, hein, parce que les gens, ils sont exigeants, ils veulent des choses rapides. Comme parfois ils investissent, ils nous confient leur argent, donc forcément, ils attendent beaucoup. Donc voilà, c'est passer le cap de la petite start-up à une organisation bien établie, avec des méthodes, des procédures, une qualité de service, et petit à petit couvrir l'ensemble des Mmh. besoins. Donc là, petit à petit, c'est un peu notre orientation, c'est aller vraiment sur le patrimoine de la clientèle musulmane pour pouvoir répondre à ces besoins, non seulement, comme on l'a vu là, de financement, mais aussi de placement, demain d'autres produits d'épargne, produits de long terme pour la retraite, l'épargne salariale. Enfin voilà, il y a vraiment tout un champ d'action, Il y a euh, beaucoup à faire. beaucoup à faire parce que le marché est inexistant et clairement on part de zéro. D'accord.
Est-ce que tu penses que c'est le bon moment avec tout ce qui se passe pour investir? Je pense qu'il faut garder son argent à ce moment? C'est compliqué de faire une réponse toute faite. Encore une fois, à chaque fois, ça dépend de beaucoup de paramètres, de situations. Il n'y a pas une réponse toute faite. Il y a vraiment et c'est pour ça ce qu'on propose à nos clients, c'est avant tout de faire un bilan patrimonial. On Mmh. va poser un certain nombre de questions pour bien comprendre déjà leur situation actuelle, leurs objectifs, et leur sensibilité au risque. Je parlais tout à l'heure. Typiquement, les marchés là ont perdu 20-25%. Est-ce que quelqu'un peut accepter de perdre 20-25%? Donc, à partir de ça, à partir d'un certain nombre de questions qui suit un protocole qu'on a établi, ça nous permet d'avoir un profil de risque du client. Et en fonction de ce résultat-là, on va lui recommander telle ou telle stratégie. Donc ça, je recommande à ceux qui nous écoutent de contacter notre équipe et qui pourra proposer ce bilan patrimonial de façon gratuite et ensuite faire des recommandations. Est-ce que tu penses que ce genre de crise, ça peut ouvrir des opportunités? Clairement, je pense on est en plein cœur d'un changement de paradigme. Comme je disais, la crise de 2008 avait déjà égratigné le système purement financier qui est basé que sur la rente du capital. Là, aujourd'hui, on voit que ça va toucher un peu plus l'économie de façon plus générale. Ça va questionner un peu nos modes de vie, nos modes de consommation. Et donc, la finance n'est que le reflet nos attentes et quelque part de comment on s'organise comme société, ce qu'on veut, ce qu'on projette comme projet de société. Et donc cette finance, si demain elle est plus saine, elle est moins basée sur la spéculation, sur la rente, etc., ben forcément, ce sera plus facile de développer des produits donc qui vont pas aller chercher, comme je disais, des rendements croissants, des rendements exponentiels, mais des rendements qui sont plus sages, plus patients dans la durée, qui est plus en phase avec l'économie réelle, avec les ressources de la planète. Et je pense que là clairement, la finance islamique, toutes les valeurs qu'on met en avant seront des atouts pour pouvoir développer non seulement de nouveaux produits, mais aussi changer les mentalités, changer les comportements. Bah, écoute, je te remercie. Je pose cette question à tous mes invités quand je termine. Est-ce que tu as un livre ou une vidéo ou un contenu, un podcast, quoi que ce soit que tu recommandes, qui t'a particulièrement marqué? Oui, alors, d'ailleurs, c'est un livre très récent en plein dans l'addition qu'on a eue et ce que je disais tout à l'heure, le paradigme de de la générosité, de la solidarité. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Mostafa Brahami, D'accord. qui a écrit 3 ouvrages qui sont liés à la zakat, au don. Donc, il y a le guide de la zakat qui est sorti l'année dernière. Et là, récemment, il vient de sortir le deuxième opus qui s'appelle Pourquoi donner? Et ça parle vraiment de toute le paradigme de la relation islam et argent. Mostafa Brahimi aux éditions Nawa. Je recommande vivement parce qu'il est en français avec des sources bien documentées, avec les références aux textes sacrés et un très bon travail en français, ce qui est assez rare jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, la plupart étaient soit en arabe pur ou en anglais. Bah, écoute, Anas, je te remercie pour ton intervention, pour tes conseils. Heu, je te souhaite une bonne continuation dans ton aventure et en tout cas, je regarderai avec, attention, vos nouveaux produits et l'expansion de votre société, Inch'Allah. Je vous souhaite toute la réussite qu'il se doit. Merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir d'échanger et surtout d'essayer alors moi le but c'est pas de parler de soi, hein, c'est vraiment essayer de partager une expérience et si effectivement des auditeurs qui sont intéressés à approfondir ou même qui ont des idées, qui ont des propositions, je serais heu, ravi de pouvoir échanger. Où est-ce qu'on peut te suivre ou suivre la société? Vous avez un site internet et Oui, la société donc 570 easy 570 easi.com avec les références des différents comptes sociaux et si on veut me joindre, je peux donner mon adresse email qui est anas A-N-A-2-S point patel P-A-T-E-L arrobase 570easy.com. super. Écoute, je te remercie, Anas. À bientôt, Merci encore. Inch'Allah. À bientôt. Barakallahu fik. Salam Salam alaikum. alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, hésite surtout pas à le partager à ton entourage, c'est extrêmement important. Et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait, ou sur ton application de podcast.
Par ailleurs, j'ai réalisé un petit questionnaire pour savoir un peu quels sont tes épisodes préférés, les thèmes que tu préfères. Donc voilà, ça prend 2 minutes à remplir. N'hésite surtout pas à me donner ton avis, ça me ferait très plaisir. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.